Une fois n'est pas coutume, aujourd'hui, deux sujets vont nous occuper pendant la prochaine demi-heure. Le premier, c'est la décision du gouvernement tanzanien de se rebiffer sur la déclaration autorisant les personnes physiques, morales des ONG à porter plainte devant la Cour des droits de l'homme et des peuples, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples dont il vient donc de se retirer. Pourquoi une telle décision? Avec quelles conséquences? Le deuxième sujet, c'est la position de la Cour de la communauté est-africaine qui s'est enfin prononcée sur le troisième mandat de Pierre Nkurunziza. Prononcer, c'est peut-être une exagération, mais nous aurons des éclaircissements sur les termes exacts à utiliser. Mais les diverses réactions semblent plutôt semer la confusion. Certains clamant une victoire du pouvoir de Gitega, d'autres ne sachant pas exactement de quoi il s'agit. Eh bien, nous aurons les éclaircissements nécessaires dans cette nouvelle édition du Club de la Presse. Et pour cela, nous sommes avec Maître Dieudonné Bachila-Ishizé, président du collectif des avocats des victimes des crimes de droit international commis au Burundi, le CAVIB. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Merci beaucoup. Nous sommes également avec Hermès Nivandetse, journaliste à la radio publique africaine, RPA. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue à tous les deux. Merci beaucoup. À toutes, à tous, bonjour, bonsoir, bienvenue. Commençons avec vous, Maître Dieudonné Bachila-Ishizé. Que signifie exactement se retirer de la déclaration qui permet aux individus, aux personnes physiques, morales, ONG, de pouvoir porter plainte auprès de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples? Merci. En 1981, des pays regroupés dans l'organisation de l'unité africaine, OUA à l'époque, ont adopté une charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Et dans cette charte, il était prévu de mettre en place une cour qui pourra protéger et promouvoir les droits de l'homme qui sont contenus dans cette charte. En 1998, ce n'est qu'en 1998 que et donc, 18 ans plus tard. Ouais, le protocole de Ouagadougou a pu mettre sur pied la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Et dans ce protocole, il est stipulé que les États pourront autoriser aux personnes physiques, les personnes morales, les ONG ressortissants de ces pays, de saisir directement la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, au lieu de passer par la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples qui est établie à Banjul. Et jusqu'à maintenant, il y avait, je pense, autour de 8 pays qui autorisaient leurs citoyens à saisir directement la Cour. Et là, Oui, pays sur combien? Sur la cinquantaine des membres de l'Union africaine? Non, jusqu'à le protocole mettant en place la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples est entré en vigueur en date du 25 janvier 2004. Et là, il y avait déjà plus de 15 pays qui avaient ratifié. Mais à ce jour, il y a 30 pays qui ont déjà ratifié. Et c'est parmi les 30 pays que 8 d'entre eux avaient déjà autorisé à leurs ressortissants de pouvoir saisir la Cour en cas de violation des droits de l'homme, afin que cette Cour puisse rendre des décisions allant dans le sens de promouvoir et de protéger les droits humains. Et donc, ces pays, je peux citer, il y a notamment en Afrique australe, il n'y a que le Malawi, et les autres pays sont comme la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Mali, la Gambie qui vient de rejoindre très récemment, en 2018, cette liste, et la Tunisie qui a rejoint
cette liste en 2017. Donc c'est autour de 8 pays. C'était 8 pays maintenant. Il en reste 7. Il en reste 7. Ce qui est étonnant pour la Tanzanie, c'est que la Tanzanie, c'est le pays qui héberge le siège de la Cour. La Cour a son siège à Arusha. C'est donc très étonnant qu'un pays qui a pu avoir cette faveur d'héberger une Cour continentale puisse refuser à ces citoyens qui passent toujours devant cette cour de pouvoir saisir cette cour en cas de violation. Si on essaie d'analyser les causes, sur les 70 jugements qui ont déjà été rendus par cette cour, 28 concernaient la Tanzanie. Peut-être s'est-il senti un peu acculé par ces jugements, peut-être la protection des droits de l'homme ne se portait pas bien en Tanzanie. Peut-être on pourra en débattre plus tard. On reviendra certainement sur les raisons. Il était question de comprendre de quoi il s'agit exactement. Mais est-ce que cela signifie que là, la Tanzanie reste quand même membre de la Cour? Donc, la Tanzanie reste parmi les États qui ont ratifié le protocole d'Ouagadougou qui a institué cette Cour. Mais il n'a retiré que le droit pour les personnes physiques et les ONG de saisir directement la Cour sans passer par la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Donc il y a une petite nuance. Elle ne s'est pas retirée du traité établissant cette Cour. Elle a simplement elle s'est rétractée par rapport à une déclaration spéciale qui est stipulée dans le protocole. Merci beaucoup. Hermès Nibandetse, que vous inspire ce retrait dans le contexte actuel? Bon, merci beaucoup de la question. Nous savons que la Tanzanie héberge beaucoup de Burundais, des réfugiés burundais. Je pense que même les organisations de société civile avaient saisi la Cour suite à cause de ces réfugiés qui sont aujourd'hui en train d'être malmenés, en train de subir beaucoup de maux qui sont infligés par les agents de l'ordre de la Tanzanie, mais aussi des Burundais qui se donnent la permission d'aller dans les camps pour violer les droits de ces réfugiés. Et donc, je pense que la Tanzanie... Mais il faut pas non plus mettre de côté les déclarations, les discours des autorités au plus haut niveau. Oui, commençons par même le discours du président Magufuli quand il disait que jusqu'au 31 décembre, tous les réfugiés burundais devraient être rapatriés de force. Donc je pense qu'avec les plaintes qui ont été... donc les gens qui ont saisi la Cour, peut-être parmi les causes de ce retrait de la Tanzanie dans la Cour. Et donc, pour vous, c'est la pression qui est là et qui est en train de pousser la Tanzanie à se retirer de ce système pour permettre à des citoyens de pouvoir porter plainte? Je pense bien. Ça doit être ça. Et vous, lorsque vous entendez cela en tant que citoyen, imaginez, par exemple, si le Burundi avait ratifié, était effectivement partie de cette déclaration, comment est-ce que vous vous sentiriez personnellement? Je me sentirais très mal, très mal. Donc, c'est-à-dire qu'il y a mes droits qui sont bafoués par mon pays. Alors, je devrais... Quand je suis d'une façon ou d'une autre menacé, je devrais saisir la Cour. Parce que c'est la Cour qui est là pour trancher, pour essayer de donner des éclaircissements sur ces droits qui sont violés par le pouvoir en place ou par d'autres gens. Mais vous avez entendu qu'il n'y a que pratiquement aujourd'hui 7 pays qui sont signataires et qui sont partis de cette déclaration, alors qu'en Afrique, l'Union africaine a pratiquement 50, plus de 50, c'est pratiquement 53 membres, pays membres de l'UA, et il y a 30 pays qui ont effectivement ratifié le texte qui institue la Cour. Mais qu'est-ce que vous inspire le fait qu'il n'y ait que 7 pays qui soient partis de cette déclaration? Pour moi, c'est très déplorable, parce que tous les 30 pays qui ont ratifié ces conventions sur la Cour africaine des droits de l'homme devraient au moins penser à ces citoyens pour que leurs citoyens soient bien traités au niveau continental de la même façon. Il ne faut pas qu'il y ait un citoyen burundais, un citoyen tanzanien dont ces droits sont bafoués. C'est très déplorable pour 20 combien de pays qui n'ont pas encore l'autorisation
de donner à leurs citoyens de saisir la Cour. Seulement les 7, mais on les encourage, les 7 on peut les encourager, mais peut-être que même les 20 combien qui restent vont aussi aller dans le bon sens avec les 7 pays qui autorisent leurs citoyens à saisir la Cour. Et plus les 23 autres qui n'ont pas encore rejoint effectivement ce texte-là. Maître Dieudonné, est-ce que le retrait peut-il servir favorablement la Tanzanie? Je pense que non. Donc, je dirais à la fois oui et non. Dans quel sens? Si on parle de la Tanzanie en pensant aux autorités, parce que c'est l'initiative du gouvernement, peut-être que les condamnations qui venaient en cascade pourront être évitées tellement la procédure passant par la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples est très longue et fastidieuse. Donc, mais quand vous le dites comme ça, est-ce que ce n'est pas comme l'autruche qui met sa tête sous terre en pensant finalement qu'il n'y a pas... Je vais en arriver. Donc, si on pense aux autorités qui ont peur de voir exposer au grand public les violations des droits de l'homme en cours, donc... pour le gouvernement, ils vont pousser un ouf de soulagement. Mais par contre, par rapport aux citoyens tanzaniens, par rapport aux organisations de droits de l'homme tanzaniennes qui saisissaient souvent cette cour, c'est quand même une très très mauvaise nouvelle. Et donc, pour la Tanzanie qui abrite le siège, comme je l'avais déjà dit, il n'est pas exclu que la Tanzanie perde beaucoup parce que les ONG risquent de se mobiliser et dire, voilà, un pays qui refuse à ses citoyens de saisir une cour qui est là, n'est plus digne d'abriter son siège. Donc, il y aura... ça va faire couler beaucoup d'encre et de salive, mais encore, ça donne une idée par rapport à l'image de la Tanzanie. Et aux intentions des autorités. Oui, et aux intentions des autorités de faire taire ceux qui protestent contre des violations récurrentes des droits de l'homme en Tanzanie. Vous avez dit que des 70 jugements qui ont été déjà rendus par la Cour, il y en a 28 qui concernent le seul pays, la seule République unie de Tanzanie. Pourquoi 28? Est-ce que c'est une particularité ou c'est à cause de la proximité entre la Cour et le pays qui l'abrite? Bon, c'est très difficile de savoir les raisons. Peut-être la proximité peut être l'une de ces raisons-là, mais on peut aussi penser à l'activisme des organisations et des citoyens qui ont ce réflexe de ne pas laisser tomber lorsque les juridictions nationales ne parviennent pas à mieux accomplir leurs tâches. Parce que souvent, cette Cour reçoit des requêtes après épuisement des recours internes. Donc, tout de même, dans des pays où la justice est encore sous contrôle du pouvoir exécutif, c'est une très bonne chose de permettre aux citoyens de pouvoir faire vérifier si les droits contenus dans la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples sont respectés, et ceci dans le but de promouvoir les droits de l'homme sur le continent. Hermès, la décision du gouvernement tanzanien rappelle quelque peu celle du gouvernement burundais de se retirer de la CPI. Pensez-vous que ce soit pour le même objet? D'une part, je peux dire que c'est peut-être le même objet parce que si le Burundi s'est retiré de la CPI et que la Tanzanie vient de se retirer de la Cour africaine des droits de l'homme, il y a quelque part où il y a des choses qui vont de pair. C'est-à-dire que le Burundi s'est retiré de la CPI parce que les autorités burundaises savent des fautes lourdes qu'ils commettent, mais aussi à l'endroit de leurs citoyens. C'est-à-dire que le Burundi a dit
si je continue à être dans la CPI, après demain, je serai traduit devant la CPI parce qu'il y a des fautes que les autorités burundaises commettent. Donc, la CPI, la Tanzanie aussi a dit peut-être qu'il y a des gens qui ont saisi la Cour et que demain ou après-demain, la Cour va chercher la Tanzanie à ce qu'elle s'exprime sur les tortures, les violations des droits de l'homme en Tanzanie, sans oublier surtout ces réfugiés burundais qui sont en Tanzanie, qui sont aujourd'hui dans des situations très déplorables. Il a dit tout à l'heure que ce n'est pas parce que la Tanzanie se retire qu'elle est exempte des crimes qu'elle commet, que de toute façon la communauté internationale, les citoyens vont s'en rendre compte. Et donc pour vous, vous pensez que la décision peut effectivement servir la Tanzanie dans le sens où elle le désire? Je ne pense pas. Je ne pense pas parce que si la Tanzanie fait ça, c'est-à-dire qu'il y a d'autres pays qui sont là, il y a d'autres instances tanzaniennes qui surveillent de près les autorités, le pouvoir en place. Ce n'est pas parce que c'est le pouvoir de Magufuli aujourd'hui, demain ça peut venir un autre président qui va changer pour rester dans la cour, non pas pour se retirer comme ça. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un autre président qui va dire que les violations des droits de l'homme cessent dans mon pays. Donc, et que les auteurs des anciens crimes soient effectivement poursuivis. Je pense, oui. Vous avez parlé de pression, Maître Dieudonné. L'on sait qu'il y a à peine, il y a moins d'une semaine, 17 organisations de la société civile ont écrit une déclaration, adressé une déclaration aux chefs d'État et de gouvernements africains pour faire pression auprès de la Tanzanie pour qu'elle cesse de violenter les droits des réfugiés burundais et particulièrement en les chassant de force vers leur pays. Est-ce que vous pensez que la déclaration peut avoir un effet, un impact positif étant donné cette situation justement du fait de la distance que la Tanzanie est en train de prendre avec les instances régionales? Bon, par rapport aux déclarations qui ont déjà été rendues publiques relativement à la situation des réfugiés en Tanzanie, elles se comptent par dizaines. Des organisations de la société civile tant burundaises que régionales et internationales ont déjà saisi à plusieurs reprises diverses autorités onusiennes, celles de l'Union africaine et même le président tanzanien en personne. Donc la pression date de très longtemps. Cette déclaration ou cette lettre vient s'ajouter à plusieurs autres. Des appels urgents qui ont été adressés à différentes instances. Donc, et en parlant justement de ce passé, justement, en rappelant toutes ces déclarations, est-ce que jusqu'ici, vous sentez qu'elles ont eu un certain effet? Bon, certainement, il y a eu des effets, surtout qu'à un certain moment, des autorités comme le ministre de l'Intérieur, à un certain moment, donné un ultimatum clair et limpide, dressant même des moratoires en disant à partir de telle date, on va tous vous foutre dehors par la porte. Mais plus tard, on sentait qu'ils essaient de mettre un peu d'eau dans le vin. Oui, de mettre un peu d'eau dans le vin. Mine de rien, la Tanzanie a ratifié la Convention internationale sur le statut de réfugié de 1951. Et malgré des violations récurrentes des droits de ces réfugiés. Ce pays ne peut pas... C'est tout récent? Et c'est tout récent? Non, c'est depuis très longtemps, depuis 1969, tout comme le protocole. Et si on revenait sur la déclaration, la récente déclaration, qu'est-ce que vous en attendez aujourd'hui? Ben, certainement que le traitement qui est en train d'être infligé aux réfugiés burundais se trouvant en Tanzanie, sont devenus insupportables. Et il faut essayer de mobiliser des autorités tant régionales qu'internationales ou des organisations dans lesquelles la Tanzanie est partie pour qu'elle fasse pression sur ce pays afin qu'il respecte ses engagements internationaux. Par rapport à ça, j'aimerais un peu rectifier. Il n'y a pas encore eu de dossier fixé devant la Cour africaine
par rapport à la situation des réfugiés au Burundi, mais pas mal d'organisations ont déjà exprimé cette intention et la possibilité de s'allier avec des organisations régionales et tanzaniennes pour essayer de voir comment remédier à cette situation. Mais la Tanzanie manifeste une sorte de persévérance dans cette violation des droits des réfugiés burundais. Tantôt c'est tel ministre qui s'exprime, tantôt c'est le président lui-même. Et aujourd'hui, c'est beaucoup plus le commissaire en charge des réfugiés au sein de la police. On s'interroge on s'interroge pourquoi cette pression est mise uniquement sur les réfugiés burundais de 2015, alors qu'il y a des Congolais qui sont là depuis très longtemps, presque dans les mêmes camps ou dans des camps voisins. Donc cela suppose qu'il y a des non-dits ou des conventions qui sont faites officieusement entre la Tanzanie et le Burundi. Quelquefois, on voit un officier de police qui prétend avoir signé un traité avec un pays. Il y a des choses qui échappent. Certes, il y a une amitié entre la Tanzanie et le Burundi, mais les réfugiés, les droits des réfugiés doivent être préservés. Et l'amitié peut jouer sous d'autres formes, sans toutefois que les droits de ces réfugiés-là soient piétinés. Donc, nous attendons continuer à maintenir cette pression. Nous attendons continuer à mener des contacts, que ce soit au niveau continental ou ailleurs, au niveau du HCR qui a son devoir de veiller au respect de ses droits pour que ces réfugiés puissent avoir un peu de répit afin qu'ils ne soient pas contraints de retourner dans le pays qu'ils ont fui au moment où la situation sécuritaire continue manifestement à se détériorer. Hermès, juste en quelques mots, avant de passer à la deuxième partie qui va certainement pas nous prendre beaucoup de temps, juste en quelles pourraient être les conséquences de la décision du gouvernement tanzanien? On a tout à l'heure parlé du fait qu'il peut perdre sa crédibilité auprès de ses citoyens, auprès des instances internationales. Quelles peuvent être d'autres conséquences? Bon, il doit y avoir beaucoup de conséquences pour le gouvernement tanzanien. Moi, je reste sur les droits de ces citoyens, mais aussi les droits de ces réfugiés burundais qui sont toujours bafoués par le gouvernement tanzanien. Donc, vous avez entendu, il y a des gens, des Imbonerakure qui entrent dans les camps pour tuer, pour prendre des gens, donc les enlèvements. Vous avez entendu beaucoup de gens, beaucoup de réfugiés burundais qui sont enlevés et leur destination reste inconnue jusqu'à présent. Il y a aussi, je pense, une prison qui se trouve... c'est pas le Nyamusivya qui Kibondo, où les réfugiés burundais sont torturés, donc ils sont pris comme des esclaves. Il y a beaucoup des handicapés, des réfugiés burundais qui sont handicapés. Donc, c'est-à-dire que la Tanzanie a vu que... Et donc, vous avez la preuve de ce que vous avancez là? Oui, nous avons des preuves, des preuves. On est journalistes, même si on ne peut pas être là-bas, nous avons nos antennes qui nous disent leur situation. Donc, c'est-à-dire que le gouvernement tanzanien a vu que déjà, il y a des plaintes des organisations nationales et internationales au niveau de la Cour. Donc, elle a dit, cette fois-ci, si je continue à être dans cette Cour, c'est-à-dire que demain ou après-demain, la Cour va me chercher, me poursuivre à cause de toutes ces violations de ces réfugiés burundais, aussi d'autres citoyens tanzaniens qui sont bafoués jusqu'à présent. Donc, il y a beaucoup de conséquences avec le retrait de la Tanzanie. Et donc, il faut une précision encore, rappeler qu'il ne s'agit pas du retrait de la Tanzanie de la Cour, mais plutôt de la déclaration de pouvoir porter plainte auprès de la Cour en tant que personne physique, en tant que personne morale, en tant qu'organisation non gouvernementale. Et je rappelle, donc c'est le moment de rappeler que vous suivez le Club de la Presse, une émission produite en synergie par la télévision Renaissance et les
les radios, Radio Publique Africaine et Nzamba Gate Kakawe. Aujourd'hui, dans cette première partie que nous venons de terminer, justement, nous parlions de ce retrait de la Tanzanie, de la déclaration permettant aux citoyens, aux individus et aux ONG de pouvoir porter plainte auprès de la Cour africaine des droits de l'homme et des personnes. Dans la deuxième partie, nous allons passer au peigne fin en quelques minutes la position de la Cour de la communauté est-africaine sur le troisième mandat de Pierre Nkurunziza, une position qui n'est d'ailleurs pas la première comme vous l'apprendrez dans cette deuxième partie, toujours avec nos deux invités, Hermès Nibandetse, journaliste à la Radio Publique Africaine, et Maître Dieudonné Bachila Chizé, le président du CAVIB. Et justement, Maître Dieudonné, pour commencer, il s'agit d'une réponse que vous attendiez, puisque c'est suite à une plainte que vous avez portée en tant que membre du collectif, je pense, des avocats dans la sous-région. Le dossier a été porté devant la Cour par une organisation qui rassemble des organisations de la société civile de la région est-africaine. Pas que des avocats. Hein? Non, pas que des avocats. Et cette organisation avait entendu ce qui s'était déroulé au Burundi. Vous savez, tout comme moi, qu'en 2014 déjà, le président, ayant conscience du fait que l'interprétation de la Constitution n'est pas possible, il avait tenté de revoir la Constitution, de revisiter la Constitution pour s'octroyer un troisième mandat. Et il avait subi un échec cuisant parce que l'Assemblée nationale, au nom du peuple burundais, avait rejeté cette idée du troisième mandat. Et on croyait qu'il a été conduit et qu'il ne pourra pas récidiver. Et voilà qu'au moment où les manifestations battent leur plein à Bujumbura, il essaie de... là, je reviens au Burundi quant à la genèse. Il essaie de demander, à travers les services de quelques membres du parti, des représentants du peuple, de demander si il a le droit de briguer un troisième mandat. Au moment où la Cour donc se prononce, donc se réunit pour statuer, la décision est prise le 30 de rejeter cela. Et là, je m'en remets aux révélations du vice-président qui a été contraint à fuir le pays, qui vit actuellement en Belgique. Il y a des pressions, il y a des intimidations, des menaces de mort qui sont dirigées contre la Cour constitutionnelle pour valider de force la candidature de Pierre Nkurunziza. Ce qui a été fait. Oui, ce qui a été fait. Et lorsque ces organisations donc, de la société civile de l'Afrique de l'Est l'ont appris, ils ont dit ceci est insupportable. C'est ainsi qu'ils ont fixé ce dossier devant la Cour de justice de l'Afrique de l'Est pour dire voilà, cette pratique est contraire aux traités et aux autres instruments internationaux que le Burundi a ratifiés. Donc, ceci était d'autant plus fondé que la région est-africaine était garante de l'accord d'Arusha qui, dans son article 7.3, précisait noir sur blanc qu'aucun président ne peut briguer plus de 5 mandats de 5 ans chacun. Ouais. Donc, mais pourtant, c'était 3. Vous parlez de 5. Donc, l'accord d'Arusha, dans son article 7, le protocole de article 7.3, précise bien que aucun président ne pourra dépasser 10 ans au pouvoir. Il pourra faire uniquement 2 mandats de 5 ans chacun. Donc, en essayant de briguer un autre mandat, il venait de violer l'accord d'Arusha, qui est l'accord qui a mis qui a généré donc, la Constitution du 18 mars 2005. Donc, lorsqu'on a été à Arusha à cette époque, on avait demandé à cette Cour, on avait instamment demandé à cette Cour, à travers des mesures provisoires, pour que la Cour suspende des élections qui devraient occasionner donc, des violences. On voulait prévenir ces violences qui étaient prévisibles. La Cour a refusé d'accorder ces mesures provisoires. Et c'est là où on a vu que ces hésitations allaient avoir des impacts, un impact négatif sur la situation politico-sécuritaire au Burundi. Et au premier degré, la Cour non seulement avait évoqué le fait qu'on a fixé le dossier un peu tardivement,
Mais aussi, la Cour avait dit, voilà, nous ne sommes pas compétents pour analyser un jugement rendu par la Cour constitutionnelle d'un État membre. Dans le dossier numéro 4 de 2016, parce qu'on a interjeté appel contre cette décision rendue sur la forme devant la Cour, donc la deuxième division de la Cour, cette deuxième division avait réformé la première décision en disant que les décisions prises par une cour d'un État membre sont les décisions prises par un organe d'un État partie et partant, la Cour est compétente pour analyser si le pays a respecté les engagements internationaux et le traité, en l'occurrence le traité établissant la communauté est-africaine. Et c'est ainsi que le dossier est retourné à la première chambre. Et la décision qui a été rendue maintenant était censée être la décision qui devrait trancher le dossier au fond. Curieusement, mais maintenant, la Cour, au premier degré, a encore refusé d'analyser le fond de l'affaire. Donc la Cour n'a pas validé le troisième mandat. La Cour s'est refusée d'analyser le fond du dossier parce que en aucune façon on ne peut dire voilà, que les menaces de mort dirigées contre les juges ne sont pas des pratiques outrageantes. Comme la Cour semble le dire dans son arrêt. Si je comprends bien, ça veut dire qu'il y a un problème de soumission d'un organe par rapport à un autre organe qui est supérieur à lui, donc, qui lui est supérieur et qui lui donne des ordres, des injonctions. Il y a le principe de la souveraineté qui, dans la négociation de tous les traités, les pays essaient de se protéger. Et pour le cas d'espèce, certainement que la Cour a hésité de foncer, d'analyser ce que cet État souverain, aussi souverain soit-il, a pu faire, parce que l'État, aussi souverain soit-il, est obligé de respecter les engagements internationaux contenus dans les traités dûment ratifiés. En l'occurrence, le traité établissant la communauté est-africaine maintenant. Donc, la Cour n'a pas pu aborder la question que lui avait soumise la chambre d'appel. Est-ce qu'on peut parler d'absence d'indépendance de cette Cour, de cette chambre? On ne peut pas ne pas se poser des questions. D'autant plus que la question du troisième mandat est une question cruciale et le jugement pouvait faire un précédent, pourrait être une jurisprudence gênante pour plus d'un. Donc, pour des juges qui ont été nommés par les mêmes chefs d'État qui n'ont pas pu se mettre d'accord pour régler la crise burundaise. Donc on se pose beaucoup de questions, mais ils ont déjà rendu d'autres jugements qui étaient irréprochables. Mais pour ce cas, peut-être le sujet était très sensible et ils ont essayé de marcher sur les œufs, mais au bout du compte, ils n'ont pas pu se conformer aux recommandations qui étaient émises par la Chambre qui lui était supérieure. Ce ne sont pas vraiment des excuses, étant donné qu'il était vraiment important de donner suffisamment de temps à Maître Dieudonné Vassili Cissé pour nous faire comprendre et éclairer l'opinion par rapport effectivement à cette position, à la décision de cette Chambre donc, qui vient de rendre sa position par rapport au troisième mandat, une position finalement qui n'en est pas une. Et Hermès, qu'est-ce que vous attendiez finalement? On savait depuis pratiquement 3-4 ans que effectivement il y avait une plainte qui avait été portée devant la Cour de l'East African Community. Mais aujourd'hui, vous entendez qu'il y a une chambre qui ne veut pas prendre une position pour diverses raisons, certaines sombres, certaines claires. Vous, en tant que citoyen de l'East African Community, qu'est-ce que vous en pensez? Tout d'abord... et surtout burundais. Oui, en tant que citoyen burundais, mais aussi en exil, qui est en exil, qui entendait de la Cour quand même une décision qui pourrait apaiser les esprits des Burundais. Et voilà que la Cour a été, je dirais, incompétente parce qu'elle devrait trancher
telles que les choses sont là. Parce que le troisième mandat a violé la Constitution et l'accord d'Arusha. Donc il fallait que cette cour de l'EAC devrait prendre une position sans toutefois dire dans tel pays, dans tel autre pays, ça sera comme ça. Donc prendre une position et lire la loi telle qu'elle est. C'est ça, c'est ça. Sinon, c'est, je dirais, très déplorable pour cette cour de l'EAC. C'est parce qu'ils devraient prendre une position et dire, comme nous avons saisi la cour, les institutions, les organisations de la société civile qui avaient porté plainte au niveau de l'EAC, donc il fallait que la cour de l'EAC tranche en faveur, je dirais, en faveur de ceux qui ont porté plainte, parce que ce sont des gens qui sont aujourd'hui muselés par le pouvoir de Bujumbura. Juste en quelques mots, Maître Dieudonné, est-ce que ce type du fait de ne pas pouvoir prendre une position assez claire dans des dossiers comme cela, est-ce que ça ne jette pas finalement un discrédit sur la Cour ? Toutes les cours du monde ont des difficultés. Et le dossier... Est-ce que ceci excuse cela? Oui. Écoute-moi un peu. Et donc, il y a des réalités géopolitiques régionales qui peuvent être à la base. Mais comme des personnes qui font donc, le dossier était un dossier d'intérêt général. On aurait aimé que la Cour ait le courage d'aller jusqu'au bout. C'est très dommage que cette Cour a raté l'occasion de rappeler aux États qu'ils doivent respecter les principes démocratiques, les principes de bonne gouvernance qui sont contenus dans le traité qui les engage. Donc, peut-être la jurisprudence pourra évoluer. Nous restons optimistes et nous espérons que cette Cour pourra se racheter plus tard. Les personnes impliquées dans ce dossier vont analyser l'opportunité de porter cette affaire en appel, mais ce n'est pas encore décidé, parce que même si c'était fait, ça serait beaucoup plus pour l'intérêt scientifique ou l'intérêt de la justice ou l'intérêt général. Sinon, personne ne s'attendait à ce que Nkurunziza soit démis par cette Cour-là. Et c'est par là, et c'est par ici que prend fin cette édition du Club de la Presse. Merci à nos deux invités, Ernest Ndivandetse, journaliste à la RPA, et Maître Dieudonné Bachila Ishizé, le président du CAVIV. Merci également à toute l'équipe technique, à toutes, à tous. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Club de la Presse.